Nos ancêtres n'avaient ni mots, ni mèmes, ni spectacle d'humour. Alors, comment riaient-ils des mêmes choses? Parce que le rire, il s'avère, est plus ancien que le langage lui-même, bien plus ancien que tout ce que l'on pourrait appeler culture. Imaginez deux silhouettes accroupies près d'un feu, il y a peut-être 40 000 ans, partageant la chaleur face à l'obscurité. L'un d'eux glisse sur une pierre mouillée et tombe à plat sur le dos près du feu vacillant. L'autre émet un son court, soufflé, rythmé, que les scientifiques pensent que vous reconnaîtriez instantanément. Ce serait presque identique au bruit que tu fais quand ton ami trébuche sur un trottoir aujourd'hui. Mais attendez, d'abord, qu'est-ce qui compte vraiment comme un rire? Parce que c'est là que toute la question devient glissante. Le rire n'est pas la même chose que l'humour. Et l'humour n'est absolument pas la même chose que le sourire. Un sourire peut être poli, nerveux, fin, diplomatique, juste un masque social que l'on porte sans même y penser. Mais l'humour est un processus mental. La reconnaissance que quelque chose cloche est absurde, inattendu ou merveilleusement de travers. Mais le rire en soi est un réflexe physique, une explosion vocale, une expiration saccadée venue du plus profond de vous. Votre diaphragme se contracte, vos cordes vocales vibrent, et il en sort ce drôle de bruit involontaire que les humains reconnaissent aussitôt. Et ce réflexe, ce son vocal si particulier, totalement involontaire, c'est précisément ce que nous cherchons à retracer à travers les profondeurs du temps. Car si le rire est un réflexe, il doit avoir une histoire biologique. Il a forcément évolué d'une manière ou d'une autre. Et cela a forcément évolué pour une raison, un but ancestral gravé au plus profond de notre système nerveux. Si nous pouvons remonter à ses origines, nous pouvons nous demander si les humains anciens riaient des mêmes choses. Par exemple, si un humain de l'Antiquité rirait devant la vidéo d'un chat faisant tomber un verre d'une table. Le problème est évident, les fossiles ne conservent pas les gloussements et les os n'enregistrent pas les chutes des comédiens. Et il n'existe aucune peinture rupestre légendée, et alors il s'est assis sur la bouse de mammouth, haha. Alors, comment les scientifiques étudient-ils réellement quelque chose d'aussi invisible, d'aussi fugace, d'aussi éphémère que le rire humain ancien? Ils procèdent donc à une triangulation minutieuse. Ils observent nos plus proches parents vivants, chimpanzés, bonobos, gorilles, pour y trouver de vrais indices. Ils examinent l'anatomie de la gorge et de la cage thoracique, conservées à l'intérieur de très vieux squelettes humains. Ils étudient les plus anciennes blagues écrites jamais retrouvées, gravées sur des tablettes d'argile il y a des milliers d'années. Et ils étudient ce qui fait rire les bébés, chaque bébé, dans chaque culture, avant même qu'ils sachent parler. Voici le premier indice étrange. Les rats rient. De vrais rats. Des scientifiques les chatouillent et enregistrent le son. Chatouillez le ventre d'un jeune rat et il émet des gazouillis ultrasoniques que les scientifiques ont littéralement enregistrés et ralentis. Rejouez ces gazouillis et les rats accourent. Ils en veulent encore. Ils poursuivent la main qui les a chatouillés. Ce n'est pas une métaphore. C'est un rire, ou du moins son squelette évolutif bien vivant à l'intérieur d'un rongeur. Remontons maintenant l'arbre de l'évolution. Les chimpanzés rient en haletant, les gorilles aussi, les orang-outans aussi, et les bonobos également. Quand les singes se bagarrent, se poursuivent ou jouent à se battre, ils émettent un halètement rythmé, la bouche ouverte, c'est la face de jeu. Ça a l'air ridicule, on dirait une respiration lourde avec du rythme, et ça correspond au rire humain quand les scientifiques le ralentissent. Ainsi, le dernier ancêtre commun des humains et des grands singes, il y a 10 à 16 millions d'années, riait déjà. Il ne raconte pas de blagues, il ne fait pas de sketch, mais il produit cette même vocalisation soufflée en jouant avec d'autres créatures. Le rire est plus ancien que notre espèce, plus ancien que la marche debout, plus ancien que le feu, plus vieux que le moindre outil que nous ayons déterré. Alors si les singes rient, qu'est-ce qui faisait vraiment rire nos plus lointains ancêtres à cette époque? La théorie dominante s'appelle la théorie du jeu. Imaginez que vous êtes un petit hominidé errant il y a 2 millions d'années. Tu te bagarres avec ton frère, les dents s'en mêlent,
les griffes un peu aussi. Ça peut vite devenir dangereux. Il vous faut donc un signal clair qui dit « Je ne cherche pas à te faire mal ». C'est du jeu. Continue. Tout va bien. Ce signal, c'est le visage de jeu. Et le rire haletant, un drapeau blanc qui dit « Aucune menace ici ». Les scientifiques ont retrouvé ce même signal chez presque toutes les espèces de primates qui pratiquent ensemble des jeux physiques brutaux. C'est un héritage partagé, un contrat préverbal entre deux corps qui dit « Nous sommes vraiment en sécurité ensemble ». Et c'est important, parce que le rire n'a pas évolué pour rendre les blagues drôles. Il a évolué pour rendre les liens sociaux sûrs. La blague est venue plus tard, bien plus tard. Le rire est venu d'abord, comme un outil de survie qui soudait les petits groupes, grâce à une vulnérabilité partagée. Quand tu ris avec quelqu'un, tu es brièvement sans défense. Les yeux se plissent, les abdos se contractent à fond. Tu ne peux pas te battre, tu ne peux pas t'enfuir. Rire ensemble, c'est se confier l'un à l'autre une petite faiblesse. Les humains anciens, dont la survie dépendait de la cohésion du groupe, avaient besoin de ce ciment social plus que de presque tout le reste. Mais voilà, l'humour est devenu bien plus étrange, dès que nos ancêtres ont enfin développé le langage parlé. Le rire a trouvé un nouveau rôle. Il a cessé d'être purement physique et a commencé à se rattacher aux idées, au jeu de mots, à la surprise, à cette impression que quelque chose est délicieusement décalé, d'une certaine façon. Et c'est là que les archives historiques commencent enfin à véritablement nous parler, à travers les siècles les plus lointains. La plus ancienne blague enregistrée de l'histoire de l'humanité est, croyez-le ou non, une blague sumérienne sur les P. Elle est gravée dans une tablette d'argile datant d'environ 1900 ans avant Jésus-Christ, une œuvre d'une ancienneté remarquable. Traduit approximativement, quelque chose qui ne s'est jamais produit depuis la nuit des temps. Une jeune femme n'a pas pété sur les genoux de son mari. Voilà, c'est ça toute la blague. Presque 4000 ans, mes amis. Et c'est une blague de paix. Avançons maintenant jusqu'à l'Égypte ancienne, où les scribes gravaient des jeux de mots directement sur les parois des tombeaux. Ils plaisantaient sur les ouvriers paresseux, les prêtres ivres, les maris et les femmes qui se disputent, les mêmes cibles dont on se moque encore aujourd'hui. Avançons jusqu'à Pompéi, enseveli sous les cendres en 79 de notre ère, ces murs recouverts de graffitis qui ont survécu. Les graffitis romains incluent exactement le genre de choses que l'on peut voir gravées dans une cabine de toilette de n'importe quelle ville aujourd'hui. Les insultes sur la mère de quelqu'un, les plaintes sur la nourriture, les vantardises sexuelles qui seraient signalées sur n'importe quelle application moderne. L'humour scatologique, l'humour corporel, l'humour du voisin idiot. Les mêmes cibles depuis 4000 ans. Le corps, le statut, la bêtise et le sexe. Les costumes changent, des toges au lieu de sweats à capuche, des chars au lieu de voitures, mais la structure de la blague reste identique. À des milliers d'années d'écart, les mêmes chutes. Mais tout ne survit pas à la traduction. Certaines blagues antiques meurent sur le papier. Il existe un recueil de blagues grecques appelé le Philogélos, et près de la moitié n'a absolument aucun sens pour les lecteurs modernes. L'un raconte « Un lettré acheta une maison, se pencha à la fenêtre et demanda aux passants si elle lui allait bien. Vous êtes censé rire. Vous ne l'avez probablement pas fait. La blague repose sur un stéréotype que les Grecs trouvaient hilarant à l'époque. L'intellectuel distrait faisait référence à tout un type culturel. Sans ce contexte, la chute n'est qu'une phrase étrange. Il en va de même pour Aristophane. Ces comédies regorgent de références à des politiciens précis, à des marchands ambulants et à des dramaturges athéniens rivaux. Retirez ce contexte et la moitié des blagues s'évapore. L'humour est universel dans son mécanisme, mais sa surface reste locale. Alors, quelles parties du rire sont vraiment innées? Quelles parties appartiennent à chaque être humain, ancien ou moderne? Les scientifiques ont une bonne piste, la théorie de l'incongruité. L'idée est simple. Votre cerveau est une machine à prédire. Toute la journée, il fait défiler de discrètes prévisions sur ce qui va se passer. Quand ces prévisions se brisent d'une manière sans danger, le plaisir s'allume.
Quand la réalité vous offre quelque chose d'inattendu mais sans danger, votre cerveau libère une décharge de plaisir, le rire. Cette décharge, c'est ton cerveau qui se récompense d'avoir repéré la faille dans la matrice. C'est pour ça que le burlesque fonctionne. Dans toutes les cultures étudiées, les gens rient quand quelqu'un marche avec assurance vers une porte et se cogne contre la vitre. Pas besoin de traduction. Le cerveau prévoyait une entrée en douceur. Il se prend un vol plané. Le réflexe du rire s'enclenche. Les études montrent que les bébés rient au jeu de coucou dans toutes les cultures de la planète. Absolument toutes, sans exception. Un visage disparaît, la prédiction dit « parti ». Le visage réapparaît, surprise, le voilà de retour. Attente brisée, sans danger. Bébé rit. Ce même mécanisme, habillé de 1000 costumes culturels, se cache derrière chaque blague que vous avez entendue de toute votre vie. Voici une expression que vous avez peut-être déjà rencontrée. Les anthropologues qualifient parfois les humains d'espèces super prédatrices. Non pas parce que nous sommes les plus forts, nous ne le sommes pas, mais parce que nous chassons en groupe coordonné et déjouons nos proies par la ruse. La chasse en groupe exige une confiance profonde et une coordination parfaite. Le rire est l'un des outils les plus rapides que nous ayons développés pour instaurer la confiance. Partagez un éclat de rire avec 3 inconnus autour d'un feu et vous condensez des semaines de complicité en 30 secondes. Ce n'est pas une petite chose. C'est une technologie de survie qui unit discrètement notre espèce depuis des millénaires. Vient ensuite le côté plus sombre de l'humour ancien, car le rire n'est pas seulement un outil de lien social, c'est aussi une arme, et les sociétés anciennes l'utilisaient comme telle. Réfléchissez à la façon dont la moquerie opère, discrètement et sans avoir besoin de la moindre force réelle. Si quelqu'un est paresseux, égoïste, cruel ou lâche, le groupe se met à rire de lui, non pas avec lui, mais de lui. Le ridicule est l'une de nos plus anciennes punitions sociales. Il ne laisse aucune échymose, mais il change le comportement des gens remarquablement vite. Faites-vous assez moquer, et soit vous changez votre comportement, soit vous quittez discrètement le groupe pour de bon. Pour les humains de l'Antiquité vivant en groupe de 20 ou 40, être tourné en ridicule équivalait presque à une condamnation à mort. Pas de groupe, ça voulait dire pas de partenaire de chasse, pas de protection, pas de feu. Alors la peur du ridicule est devenue absolument immense. Cette peur maintenait discrètement la cohésion de la tribu. Elle imposait les normes du groupe sans que quiconque n'ait jamais à lever le poing. La sélection naturelle a favorisé ceux qui savaient lire l'ambiance, qui savaient quand rire et quand se retenir. Quand utiliser une imitation moqueuse bien placée du chasseur arrogant qui n'arrêtait pas de rater tous ses tirs. L'humour est devenu de l'intelligence sociale. Et l'intelligence sociale, là-bas, au sein d'une petite bande, est vite devenue la survie elle-même. Alors, les humains de l'Antiquité riaient-ils des mêmes choses que nous? La réponse honnête, c'est oui, au fond. Ils riaient de la surprise. Ils riaient des corps qui font ce que font les corps. Ils riaient du statut renversé, cul par-dessus tête. Ils se moquaient les uns des autres, parfois cruellement, pour maintenir tant bien que mal tout le petit groupe de chasse en état de combattre. Et ils ont ri ensemble pour dire quelque chose de simple. On est en sécurité l'un avec l'autre, on est à sa place, on est ensemble dans tout ça. Mais qu'est-ce que tout cela signifie pour toi, en train de scroller en ce moment? Ça veut dire que tes mèmes sont en réalité vieux comme le monde. Cette vidéo où un mec saute une clôture et se vautre, le même réflexe qu'un scribe a gravé dans l'argile humide. Il y a 4000 ans. Le même allaitement saccadé qu'un chimpanzé poussait il y a 10 millions d'années. Costume différent, même circuit neuronal. Cela signifie aussi que le rire reste le lien social le plus rapide qui soit, plus rapide que les cadeaux, plus rapide que la conversation elle-même. Quand vous riez avec quelqu'un, vos corps se synchronisent brièvement, le rythme de la respiration, le rythme cardiaque et même l'activité cérébrale selon certaines études. 2 inconnus qui partagent un rire sincère ne sont, biologiquement, plus des inconnus. Ils viennent d'accomplir un rituel très ancien. Voici une pensée dérangeante. La solitude moderne, cette épidémie dont tout le monde parle, pourrait en partie être un manque de rire. Ce n'est pas un problème d'écran,
C'est un problème de rire. Nous consommons la comédie seule désormais. Écouteurs vissés, un défilement silencieux sans fin, en boucle. Nous regardons quelqu'un d'autre faire rire au lieu d'être assis dans une pièce où le rire rebondit vraiment entre des corps bien réels. Ce rire partagé, résonnant, contagieux qui dure bien après la blague. Exactement ce que nos ancêtres partageaient autour de chaque feu. Imagine que tu partages un feu avec un ancêtre d'il y a 30 000 ans. Aucune langue commune, aucune religion commune, aucune référence commune entre vous. Mais quelqu'un du groupe trébuche sur un tronc, et vous éclatez de rire ensemble. Même son, même réflexe, même petit accord tacite. Le monde vient de bugger d'une manière qui n'a blessé personne. À cet instant, à travers 30 000 ans d'histoire, vous faites quelque chose d'identique. Vous êtes le même animal. Encore une chose étrange avant de conclure. Les chercheurs affirment que le rire est l'un de nos derniers signaux vraiment sincères. Presque tout le reste, un sourire, un compliment, un ton de voix, peut être imité de façon convaincante par n'importe qui. Mais un vrai éclat de rire est très difficile à simuler. Votre corps le sait. Le corps des autres le sait, instantanément. Chaque rire sincère que vous partagez est un petit fragment de vérité authentique qui passe entre deux systèmes nerveux. Les humains anciens en dépendaient. Ils devaient savoir qui était vraiment avec eux et qui faisait semblant. Et quand vous avez ri ensemble autour d'un feu, le doute s'est dissipé. La confiance s'est installée, sans qu'un seul mot soit prononcé. Dans 4000 ans, imaginez que quelqu'un déterre un disque dur rempli de vidéos qui vous ont fait rire. Ils ne comprendront probablement pas la plupart des références ou des mèmes. Ceux-ci leur sembleront aussi étranges que cette blague du savant grec à la fenêtre. Mais le son du rire lui-même, ça, ils le reconnaîtront tout de suite, parce que ce son-là n'a jamais changé. Ce son est un héritage de l'espèce, transmis à chaque génération sans avoir besoin de traduction ni d'aucune explication. Si cela vous intéresse, j'en ai une prochaine qui arrive sur une question connexe à propos des humains anciens. Les humains anciens pleuraient-ils de la même manière que nous? Les larmes pourraient avoir une histoire évolutive encore plus ancienne que celle du rire. J'explique simplement ce qui pique ma curiosité.